La place du souvenir africain est un espace de mémoire rattaché au ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal. Elle représente un espace de commémoration des grandes figures symboliques qui ont fait l'ineffaçable mémoire des peuples de l'Afrique et de la diaspora. À cet effet, nous vous proposons tous les 15 jours e-souvenir, un concept qui a pour but de vous faire connaître et redécouvrir les grandes figures ayant marqué les consciences collectives. E-souvenir vous présente Harriet Tubman, la Moïse noire. Née esclave en 1822 dans l'État du Maryland, Harriet Tubman passe son enfance à travailler au profit de ses propriétaires. Dans les champs, elle apprend à suivre des indications géographiques et à utiliser des herbes médicinales à des fins thérapeutiques. Échappée de l'esclavage dans le sud des États-Unis, elle est devenue une abolitionniste de premier plan jusqu'à la guerre de sécession. Elle a conduit de nombreux esclaves vers la liberté dans les États libres du Nord jusqu'au Canada par le chemin de fer clandestin, un réseau secret de trajets et de maisons sécurisées qui aidait les esclaves à échapper à l'esclavage. En 1859, Harriet Tubman retourne aux États-Unis avec sa famille et commence à prononcer des discours lors de rassemblements contre l'esclavage. Elle développe son militantisme pour inclure les droits de la personne et s'implique dans le mouvement pour le droit des femmes. De 1862 à 1864, après l'éclatement de la guerre de sécession, elle se rend en Caroline du Sud pour s'enrôler dans l'armée. Après la guerre, Harriet Tubman retourne chez elle à Auburn, où au début des années 1900, elle construit et dirige une maison de retraite sur son terrain pour les Afro-Américains âgés. Elle poursuit ses efforts de lutte pour les droits des femmes et des Afro-Américains. Ceci est une contribution pour la place du souvenir africain, qui commence déjà à jouer un rôle extrêmement important sur l'agenda culturel du Sénégal, mais aussi compte tenu de sa position géographique, pratiquement je peux dire c'est l'embellissement de la capitale. Et je crois que ce renouveau vaut bien la peine que l'on puisse un peu interroger l'histoire des Africains, mais en particulier l'histoire des Africaines, des femmes noires dans le monde. Et ma contribution sera axée sur la contribution des femmes noires et d'une femme noire américaine dans l'histoire universelle. Je vous rappelle que tout étant directeur du Centre de recherche ouest-africain WARC, je suis professeur d'études américaines, surtout de civilisation et littérature américaine, avec un accent sur la littérature africaine-américaine, les Toni Morrison et tous ces genres d'auteurs. Alors, je vous ai choisi une dame extrêmement intéressante qui s'appelle Harriet Tubman, qui est de 1822 à 1913. C'est cette période pendant laquelle cette dame a vécu. Mais cette dame a vécu à cause du rôle qu'elle a joué dans un épisode important de l'histoire des États-Unis et surtout des Noirs, qui s'appelle The Underground Railroad. The Underground Railroad, le chemin de fer clandestin, qui de 1810 à 1850 a permis à des milliers et des milliers d'esclaves d'échapper du sud esclavagiste vers le nord qui était moins esclavagiste. Je n'ai pas dit qu'il n'était pas, mais qui était moins. Mais quand j'ai voulu faire l'intervention, je me suis rendu compte qu'au fond, j'ai choisi Harriet Tubman, mais j'aurais pu choisir d'autres personnages féminins qui ont marqué cette histoire-là. Madame Harriet Tubman, comme je le disais l'autre jour pour ceux qui parlent wolof, jigéen ju mën góor wala boog jigéen joo xam ne ji méngoo nag góor yi. Alors, elle est née en 1822. En 1822, elle est née au Maryland, esclave, jusqu'en 1849, où elle a pu acquérir sa liberté. Mais je me rappelle dans l'épisode, dans le film, on l'a libérée, mais ni sa famille, la famille de son papa, ni son mari ne sont libérés. Elle est toute seule à être libérée. Elle quitte le Maryland, et elle va s'installer à Philadelphie. Vous voyez, Maryland au sud, Philadelphie au nord, mais ça veut dire que maintenant, elle est dans la portion des États-Unis
où les Noirs jouissent d'un certain degré de liberté. Et de là-bas, elle s'est engagée dans ce qu'on appelle le Underground Railroad. Alors ça, c'est une métaphore. Le Underground Railroad, le train souterrain, il ne s'agissait pas de train physique. Il s'agissait d'hommes, il s'agissait de lieux, il s'agissait de femmes, il s'agissait de familles, de communautés qui s'engageaient à aider les Noirs fugitifs à quitter le sud pour aller jusqu'à dans le nord. Ça peut être Boston, ça peut être Chicago, ça peut être Philadelphie. Et une fois arrivé là, et surtout au Canada, c'était la liberté. Et elle a fait ça pendant des années, et au cours de ces années, elle a libéré au moins 300 esclaves. Et les géographes disent que ça, c'est un minimum de personnes qu'elle a aidé à rendre la liberté. Donc ça, c'est un fait majeur, mais ce n'est pas ce qui la caractérise particulièrement. Ce n'est pas la seule raison. Elle a fait ça, libérer les esclaves, mais aussi, depuis 1849, et le Underground Railroad a duré de 1810 à 1850, 40 années. Mais au-delà de ça, elle s'est engagée dans la guerre civile. Et le film le montre très clairement, pratiquement en tant que général ou en tant que colonel, mais en tout cas, prenant ses troupes, les engageant dans la bataille pour pouvoir aider à la libération des États-Unis par rapport à ces sudistes qui voulaient peut-être la sécession. Hein? Donc elle a joué un rôle majeur dans la guerre civile en tant que pratiquement général, on peut le dire. Si c'était dans ces circonstances d'aujourd'hui, on aurait dit général. Elle a aussi joué un rôle dans l'éducation des Noirs, parce que l'éducation était un point important. Et je le disais toujours à mes étudiants, on vous donne la liberté, emancipation. Oui, mais vous êtes analphabète. Et on dit vous êtes libre, emancipation. Vous êtes analphabète, vous ne savez ni lire ni écrire. D'autre part, pendant tout le temps que vous étiez esclave, vous avez travaillé dans les plantations au sud. Nous sommes en train de parler de travailler la terre. La terre appartient à qui? Aux Blancs. Si on vous libère, on vous dit vous êtes libre, qu'est-ce que vous pouvez faire? Aucune spécialisation, aucune éducation. Cultiver la terre, vous n'avez plus une once de terre, un seul mètre carré à cultiver parce que les terres appartiennent aux Blancs. Qu'est-ce que vous devenez? Vous restez esclave parce que vous restez dépendant. Et Booker T. Washington et Du Bois, tous les deux ont insisté sur la nécessité d'éduquer les Noirs parce qu'en éduquant les Noirs, vous pouvez avoir une certaine élite, vous pouvez avoir des enseignants, des instructeurs, des éducateurs qui vont soulever le bas vers le haut. Ça, c'était le combat de Booker T. Washington et de Du Bois. Mais on est en train de parler de femmes et on est en train de parler de Harriet Tubman. La troisième dimension de son travail, c'est aider à faire prévaloir les droits des femmes. Je vous l'ai dit, c'était une femme de caractère. Vraiment, quelqu'un qui savait commander et qui savait se faire respecter. Donc, elle contribue à l'émancipation des Noirs qui sont opprimés à cause de la couleur de leur peau, mais elle savait aussi que les Noirs, parce qu'ils étaient noirs, n'étaient pas les seuls opprimés. Les autres opprimés et dont on ne parlait pas, c'étaient les femmes, qu'elles soient blanches ou noires, et encore plus si elles étaient noires. Donc elle s'est engagée dans ce combat pour les droits civiques, et de ce point de vue, elle a beaucoup contribué à l'émancipation de la cause, et à l'émancipation et la défense de la cause des femmes et des femmes noires aux États-Unis. Il y a une dimension d'elle qui tiendrait peut-être du surnaturel. Mais il y a des gens qui disent que dans la mesure où ses maîtres, dans le sud, la battaient tellement au point qu'un jour, on lui a donné un coup extrêmement dur sur la tête qui a dû faire des troubles mentaux. C'est ce qu'elle explique, c'est la rationalisation à l'occidentale. Mais les premières images qu'on montre de cette dame-là, c'est que pour la première fois qu'elle essaie de libérer des esclaves, je crois que c'était des membres de sa famille, elle est venue, ils ont vu le fleuve ou la rivière, c'était trop profond, ils lui ont dit non, non,
on ne t'a pas demandé de nous envoyer au suicide. On t'a demandé de nous aider à nous sortir de là et d'aller vers la liberté. Tu veux que l'on traverse cette rivière-là, voir c'est tellement profond, on ne vient pas. Elle les a rabroués. Et avec détermination, elle a commencé à enjamber le fleuve. Elle a traversé. Qu'est-ce qu'il lui a montré? La partie du fleuve où il fallait passer pour ne pas être noyé, en tout cas, elle l'a trouvé. Et tous ces gens-là qui étaient dubitatifs, parce qu'ils étaient sûrs à 100% que passer ici, se noyer, bon, ils ont vu qu'ils sont passés quelque part, au milieu du fleuve, ça devrait être très profond, mais ce n'était pas profond, ils ont été sauvés. Et il y a beaucoup d'épisodes où, effectivement, ce qu'elle doit faire lui apparaît dans une sorte de cauchemar ou de songe. Et que quelque part, elle disait que bon, elle était l'élue de Dieu pour pouvoir faire son travail. Mais cette notion-là aussi est extrêmement importante dans l'histoire américaine. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelait le Black Moses, le Moïse noir. Si vous vous rappelez Isaac Hayes, le grand de la R&B des années 70, Isaac Hayes, I Stand Accused, One Big Happy Family, un grand crooner, un grand chanteur, écoutez-le, mais aussi, lui aussi, il paraissait comme Black Moses. Pourquoi ils choisissent Moïse? Parce que la Bible est constituée de deux parties. La partie qui nous a été léguée par Jésus-Christ, mais la partie aussi qui a été inspirée par l'Ancien Testament. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament, l'histoire de Moïse. Mais l'histoire de Moïse se résume à ceci. L'opprimé, le plus que rien, finit par triompher du grand et du très puissant. C'est l'histoire de David et Goliath. C'est aussi toute la tradition musicale africaine-américaine. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. I look at the Jordan, and what did I see? Coming for to carry me home. Traverser le Jourdain. Moïse et Pharaon. Traverser le Jourdain et aller à la liberté. Ou bien, let my people go, Rachel. Libère mon peuple. Donc cette partie de l'Ancien Testament, l'histoire de Moïse, est très chère aux Noirs américains parce que c'est là où vous voyez que l'opprimé finira par triompher. Mais c'est là où vous voyez aussi que si on vous donne une gifle, vous devez pouvoir donner une gifle. La loi du talion. Ce n'est pas Jésus-Christ, et je te tape ce jour, je tends l'autre jour par amour. Non, c'est cette histoire qui les intéresse. Donc vous voyez, c'est ça qui explique que effectivement, il y a cette dimension où, s'inspirant de la Bible, s'inspirant des écrits sacrés et s'inspirant de l'histoire de Moïse et de la justice de Dieu, ils parviennent justement à ces choses-là et se disent souvent les libérateurs autoproclamés de la communauté. Donc cette dimension religieuse est extrêmement importante. Son héritage, ça se trouve quelque part dans l'engagement de toutes ces jeunes filles dans Black Lives Matter. Son héritage se trouve chez Toni Morrison, chez Maya Angelou, chez d'autres grandes figures de la littérature africaine-américaine. Son héritage, ça se trouve chez Oprah Winfrey. Son héritage, ça se trouve chez ces grandes dames de la musique africaine-américaine ou du cinéma. Voilà des gens, et je suis en train d'écrire d'ailleurs un article où je montre que finalement, on n'y pense pas. Mais si vous voulez, la culture et la modernité, tout ça, c'est les Africains-Américains qui tiennent ça à bout de bras. Toutes les expressions qui émergent et qui traduisent certains faits culturels maintenant viennent des Noirs américains et les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a une expression qui est à la mode maintenant, c'est « je suis woke ». Mais tu sais, je suis très woke, moi. W-O-K-E. J'entends même les hommes politiques français utiliser ça. Très, très extraordinaire, des francophones qui voudraient promouvoir la langue
anglaise, mais en montrant que la langue française, mais en montrant qu'ils sont, en voulant montrer qu'ils sont à la page, ils utilisent une expression tout à fait américaine à 100% et à 100% africaine-américaine. I am woke, mais vous savez, je suis woke. Ça veut dire W-A-O-K-E. Ça vient du jargon anglais des Africains-américains pratiquement illettrés. Ça vient du verbe wake, éveiller ou se réveiller ou s'éveiller. C'est to wake, vous ne l'avez pas pris au lycée. To wake, at I walk, woken. C'est ça le verbe. C'est un verbe voilà, irrégulier. Voilà. Mais vous allez chez un Africain-américain qui est illettré, il va identifier ce qu'il connaît le mieux. Walk. I am walk. I am fully awake. I am fully aware. I know what's going on. C'est ça. Sur le plan politique, c'est quoi? Être politiquement correct. You know? Savoir que bon, il y a des conditions, des situations sociales que vous maîtrisez bien. La condition de la discrimination, les Noirs. Oui, je suis woke. Je connais la situation des Noirs et je vais m'engager pour. On en a parlé lorsque notre demi-compatriote Pape Ndiaye a été nommé ministre de l'Éducation au Sénégal, en France. Et les gens ont parlé de woke et de wokisme. Le fait d'être à la page, d'être non pas réactionnaire, mais progressiste, et de pouvoir prendre en charge la cause des plus opprimés. I am woke. Mais ça aussi, c'est une continuation de cet héritage où pratiquement la mode, le sport, la musique, mais c'est pris en charge par la population africaine-américaine. Quand on dit to take a knee, ça vient d'où? Ce grand héros du football américain qui, avec l'hymne national américain, a refusé de se lever, il a mis un genou par terre. Et to take a knee, s'agenouiller, ou si vous voulez littéralement prendre un genou, c'est partout dans le monde. Si vous n'êtes plus d'accord avec quelque chose, vous prenez votre genou, vous mettez ça à terre et vous protestez. Avec George Floyd, everybody in the world took a knee. Et ça vient de ça. Et il y a beaucoup d'autres choses, high five, c'est-à-dire comme ça. Mais tout le monde le fait dans le monde. Ça vient d'où? Des Africains américains. Right? Et même, regardez la manière dont quelqu'un comme Denzel Washington, le grand acteur, marche. Regardez ça, c'est un peu spécial. Ça, c'est la culture de Chicago dans les années où nous étions à l'école primaire. Voilà. Donc regardez tout ce qui est, si vous voulez, manifestation de l'expression culturelle populaire, il y a de fortes chances que l'inspiration vienne des Africains américains. Regardez maintenant comment les gens prennent leur micro et le tiennent. Ça vient d'où? Ça vient des rappeurs. Ça vient de Compton, ce quartier ou cette agglomération près de Los Angeles où sont apparus les premiers rappeurs avec leur façon de faire, avec leur façon de se comporter, avec leur façon de s'habiller et avec leur façon de s'exprimer. Et tout ça, c'est un peu partout la même chose. Que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit un peu partout dans le monde, ici même. Mais regardez, check down. Même les lutteurs font du check down, non? Et vous savez d'où ça vient? Parce que 9 sur 10 ou 8 sur 10 prisonniers aux États-Unis, ce soit des latinos ou des noirs américains, surtout noirs américains. Mais quand vous allez à prison, tout ce qui vous permet de pouvoir vous échapper ou de vous pendre, on enlève ça. On vous enlève la ceinture et vous avez un gros pantalon. Et vous marchez comme vous marchez, mais aussi le pantalon qui dégage, qui descend derrière. C'est ça le check-down. C'est toute la culture carcérale chez les Noirs américains. Donc voici la femme que je voudrais voir célébrer au niveau du musée du souvenir africain. Et je crois que bon, j'ai le film et peut-être chaque fois qu'il y a à célébrer des femmes, je serai heureux de pouvoir venir là-bas, montrer le film qui est en anglais,
mais il y a des sous-titres en français. Montrez le film et le discutez avec vos partenaires. Donc je vous remercie et voilà, je suis heureux de faire cette petite contribution pour le musée du souvenir africain que je respecte et que j'apprécie beaucoup. Surtout la dimension qui va du côté de la mer. Vous êtes là-bas, vous pouvez être rêveur, voir beaucoup de choses et puis surtout qu'il y a la carte de l'Afrique et vous pouvez vraiment imaginer des choses grandes et grandioses pour ce continent. Merci. Harriet Tubman meurt le 10 mars 1913 à Auburn. Elle a consacré sa vie au service des autres et à la lutte pour la liberté et l'égalité. Son activisme s'est étendu au-delà de ses missions audacieuses qui ont conduit les esclaves en fuite vers la liberté. Elle a voyagé aux États-Unis pour dénoncer l'esclavage, a lutté pour le vote universel. En l'honneur de son courage, de ses efforts humanitaires, de son héroïsme et de sa vie vouée au service des autres, on déclare le 10 mars la journée Harriet Tubman aux États-Unis ainsi qu'à Sainte-Catherine en 1990. En 2005, elle est reconnue comme personne d'importance historique par le gouvernement canadien. Harriet Tubman demeure aujourd'hui un symbole éminent de la liberté. Elle est la source d'inspiration pour la Harriet Tubman Community, organisation fondée en 1972 à North York, en Ontario. L'organisation travaille en partenariat avec des institutions et d'autres organisations afin d'établir des relations avec des jeunes qui sont victimes de racialisation. Ce programme vous a été proposé par la Place du Souvenir Africain. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très prochainement avec un nouveau portrait.